d'avoir honoré de votre présence à notre invitation au rendez-vous de l'AIFBD, comme nous l'avons intitulé. Donc nous allons démarrer avec ce petit retard. Nous nous excusons d'ailleurs avec notre table ronde sur ces francophones qui réussissent à l'international, c'est bien ça? Il s'agira de trois de nos collègues qui vont faire part de leur parcours et expérience. Peut-être que ça pourra inspirer plus d'une personne, parce que nous croyons au niveau de l'AIFBD que toute profession évolue avec les modèles. Donc chaque fois qu'on a des modèles, il faut pouvoir les valoriser pour inspirer les autres, peut-être qui tirent un peu les pieds ou qui ont peur d'affronter l'étranger. Donc merci chers collègues d'avoir accepté de participer à cette activité. Les prochains rendez-vous, les activités du rendez-vous, c'est l'Assemblée générale qui se tient une fois là. Nous avons le plaisir de la tenir physiquement aujourd'hui depuis la pandémie du Covid-19. C'est la toute première même dans notre mandat que nous allons tenir en présentiel. Et dès demain, on a le caucus francophone à 17h45, 18h. Vous êtes également cordialement invités pour suivre les francophones qui sont à l'IFLA. Ça sera l'occasion de communiquer avec tous ces collègues français et francophones qui sont à l'IFLA. Donc, on pourra se retrouver autour d'un verre pour échanger plus en profondeur sur les activités et les projets de l'AIFBD et sur ce que nous comptons réaliser les années prochaines. Notre rendez-vous, c'est notre stand d'exposition. Nous aurons un stand à l'espace IFLA, je crois que c'est le B115. 115. Oui. B115. Donc vous pouvez également y faire un tour. Les membres du CA seront là de manière permanente pour vous renseigner sur nos activités et nos projets. Je pense que en gros, c'est l'ensemble des activités qui rentrent dans le rendez-vous de l'AIFBD. Pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion, n'hésitez pas, le trésorier est juste là au fond. Donc, sans plus tarder, je pense que nous allons commencer avec notre table ronde. Je ne sais pas si je devrais vous donner le micro. La personne qui tient le premier va parler en premier. Je pense qu'on peut, on est capable de. Je pense qu'on on est capable de parler. On va faire ça informel, de discussion de proximité. Oui, c'est une discussion de proximité entre collègues, c'est sans protocole. Bon, une fois de plus, je vous remercie, chers collègues, d'avoir accepté de participer à cet échange. Faire sa place à l'étranger, ces francophones qui réussissent à l'international, c'est le thème de la table ronde. Nous voulons à travers ce programme, comme je l'ai dit tantôt, valoriser nos collègues qui émergent afin de susciter de nouvelles compétences au sein de la profession. Alors, nous avons en premier Loubna Gauti, je prononce bien, du Maroc à la direction de la bibliothèque universitaire de Laval. Après une licence en sciences de l'information à l'université de Rabat, Loubna s'envole pour le Québec pour effectuer une maîtrise à l'EPSI à Montréal. Une fois diplômée, elle trouve un poste à la bibliothèque de l'université de Laval au sein de la section de développement et projets numériques. Après avoir gravi tous les échelons, elle occupe le poste de directeur de la bibliothèque universitaire depuis 2012. Très impliquée dans les politiques documentaires au Québec, elle est membre du CA de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et membre du comité directeur pour la stratégie nationale de numérisation du patrimoine documentaire. C'est bien ça? Il y a autre chose que j'ai oublié? Quelque chose. On va en parler. On va pouvoir en parler. On aura l'occasion de nous en dire plus. Alors après, j'ai Hélène Huette. Je commence par les femmes. Une Française en Floride. Elle est bibliothécaire en études européennes à l'Université de Floride depuis 2015.
Hélène a auparavant complété un doctorat en français à l'Université d'État de Pennsylvanie. Elle fut présidente du consortium Humanité numérique de Floride entre 2019 et 2022. Elle est présidente de la section études européennes de l'Association des grandes bibliothèques de recherche au USA. Elle est actuellement secrétaire de l'AFPB. Merci Hélène d'être venue. Je sais que je n'ai pas tout dit, mais tu auras l'occasion de nous en dire davantage. Papa Mamadou Diop, c'est mon frère du Sénégal, de Dakar à l'Union africaine. Après ses études à l'EBAD de Dakar et un apprentissage de l'anglais, il effectue des stages en technologie de l'information à l'Université de Californie à Los Angeles et à l'ULB de Bruxelles. Il poursuit ses études en documentation en Espagne et depuis 2014, il est membre de la documentation du département juridique de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Merci. Bienvenue. Ok. Alors, voici le portrait pressé de nos trois panélistes. Lobna, que signifie pour toi ce parcours? C'est un parcours de vie, un parcours de combattant, mais un parcours de combattant positif. Le but aujourd'hui est de donner envie aux jeunes, aux nouveaux qui viennent de sortir de l'école, qui viennent de croire en notre métier. C'est pas si simple dans un environnement, dans un milieu où dans 10 ans, 75% des professions vont changer, ne seront plus là. On peut se poser la question de dire, on est en 2022, est-ce que le diplôme que j'ai reçu, j'ai obtenu aujourd'hui, est un diplôme avec lequel je pourrai travailler dans 10 ans? Est-ce que le métier de bibliothécaire sera encore là? Est-ce que je ferai la même chose? Est-ce que le mot bibliothécaire va demeurer? Est-ce que l'on ne serait pas tenté de changer ce mot-là pour parler d'un spécialiste en information, d'un analyste en information ou d'un ingénieur en information pour passer un peu mieux? S'il y a quelque chose que je défends, c'est le métier, la profession, le mot bibliothécaire même. Lorsque je suis arrivée à la bibliothèque de l'Université Laval, notre titre était, et je parle, quand je dis je suis arrivée il y a 20 ans, quand on dit gravé, je pense que je fais partie des vestiges de la bibliothèque de l'Université Laval. Bravo. Je suis arrivée en 2001, après ma maîtrise à Montréal, et j'ai fait aussi l'ENAP, parce que l'École nationale d'administration publique à Québec, parce que c'était clair que je voulais être bibliothécaire, mais je voulais faire de la gestion. Je voulais changer la vision du bibliothécaire. Je voulais changer la bibliothèque, mais garder toujours avec l'ADN de ce qu'est une bibliothèque universitaire. Pour vous dire la vérité, j'ai toujours voulu travailler dans une bibliothèque universitaire. Je n'ai jamais changé de couloir. Donc ça, c'est ce que je voulais. Maintenant, quand on est arrivé, le poste s'appelait, j'ai postulé sur un poste qui s'appelle spécialiste en ressources documentaires. C'était un fourre-tout. Tout était là, on était 70 spécialistes en ressources documentaires, qu'on travaille sur le répertoire de vedettes matières, qu'on travaille sur les politiques de développement, qu'on travaille sur les données, les data management, qu'on soit un bibliothécaire de liaison, donc ou un bibliothécaire spécialisé ou en droit d'auteur, ça voulait rien dire. On s'était dit, pour pouvoir trouver un poste, pour pouvoir donner de l'allure à notre métier, on va s'appeler spécialiste en ressources documentaires. Puis on va s'appeler à un moment donné, c'est devenu conseiller en documentation. La première chose que j'ai faite quand je suis devenue university librarian, donc directrice de la bibliothèque université de Laval depuis 10 ans, donc c'est mon 3e mandat que j'ai entamé cette année, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait exactement. Nous avons travaillé avec le syndicat pour dire qu'est-ce que c'est que le poste de spécialiste en ressources documentaires. Pourquoi on est devenu conseiller en documentation? Est-ce que c'est pour avoir une classe de plus? 2 classes de plus? Quel était l'objectif de cette nomination? On dit, on va travailler sur la description, puis à partir de la description, on va voir ce que fait, basé sur tout ce que ACRL a fait, FMD, CARL, sur les grandes associations canadiennes et américaines, pour voir quel est le métier, quelles sont les tâches, qu'est-ce qu'on fait, et qui distingue un bibliothécaire d'une autre profession de ce type-là, parce qu'il y en a quand même. Et en faisant ce travail, on s'est rendu compte qu'on fait encore notre travail de bibliothécaire,
qu'on le fera encore. Je vous garantirai que dans 10 ans, on le fera encore une autre fois si on s'adapte à notre milieu, si on s'adapte aux nouveaux besoins de nos étudiants, de nos usagers, de nos clientèles. Je le sais que clientèle, ça peut en choquer quelques-uns, on va dire nos usagers, Et nous avons fait un combat pour changer le mot spécialiste en ressources documentaires pour bibliothécaire, et ça a limité les possibilités. Donc, ça prend absolument une maîtrise en bibliothéconomie. Ce n'est pas n'importe quel conseiller à la recherche qui peut faire ce travail-là. Donc, et nous sommes redevenus bibliothécaires. Et là, on est encore bibliothécaire en 2022. On sera bibliothécaire en 2030 toujours. Si on est là, c'est pour l'être encore en 2030. Ok. Merci, Loubna. Avant de revenir sur l'expérience par rapport à ton intégration à l'Université Laval, je vais nous retourner vers Hélène. Hélène, une Française aux États-Unis, ça plane dans l'air là-bas. Tu peux nous parler de ton parcours? Oui, alors mon parcours est peut-être un petit peu différent parce que je n'ai pas de diplôme en bibliothéconomie. Voilà, en fait, moi, à la base, je n'étais pas non plus censée être bibliothécaire, donc voilà. Je suis partie aux États-Unis en 2008 pour faire des études de doctorat en français, ce qui faisait souvent sourire à l'immigration quand j'arrivais en disant que j'étais une Française qui aux États-Unis étudiait le français. Et qu'en France, j'étudiais l'anglais, donc ça me faisait beaucoup rire. Et en fait, ma thèse portait sur l'histoire du livre. Et mes 2 dernières années, donc j'allais à Penn State, qui n'est pas UPenn, qui n'est pas Philadelphie. Si vous connaissez un peu les universités américaines, moi j'étais dans la fac publique, dans une petite ville aux États-Unis, en Pennsylvanie. Et pendant que je faisais mes études, j'enseignais en fait le français, sauf mes 2 dernières années de doctorat où j'ai fait en fait, j'ai travaillé dans la bibliothèque. Et c'est en fait là que j'ai découvert différentes choses, notamment les humanités numériques qui commençaient un petit peu à Penn State au début des années 2010, etc., à devenir un peu plus prévalent. Et c'est en travaillant dans ce milieu que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était pas devenir prof de français en université, c'était travailler à la bibliothèque. Merci. Tu t'y plais? Je m'y plais beaucoup. Alors en fait, la plupart des universités vont demander une maîtrise en bibliothéconomie, mais l'université de Floride acceptait des personnes ayant un doctorat dans un domaine équivalent, et en fait c'est comme ça que j'ai eu le travail. Donc en 2015, je suis devenue bibliothécaire en études européennes. Donc en fait je travaille avec les départements de langue, d'histoire, le centre d'études européennes de l'université. Et je suis donc à ma 7e année. Et là, à la rentrée, je suis en train de préparer mon dossier. Alors, je ne sais pas du tout si vous connaissez le système américain, donc je vais essayer d'expliquer. Dans mon université, on est faculty, pas vraiment prof, mais on a le grade de faculty, et on doit faire un dossier pour ce qui s'appelle tenure. Tenure, c'est ce qui va nous donner en fait la possibilité de garder ce travail techniquement à vie. Et si on échoue, par contre, on a 1 an pour partir. Donc voilà, donc il vaut mieux pas échouer. Et donc je suis en train de préparer ce dossier, et ce qui fait que c'est un travail qui demande, voilà, on fait beaucoup de services, donc on sert sur différentes associations, etc. On fait également de la recherche, en plus du travail. Donc la recherche est une partie très importante du travail que l'on fait. Présenter à des conférences, publier des articles, etc. Fait partie de ce que l'on doit faire au quotidien, oui. Donc voilà, donc je suis en fait, j'arrive à cette jonction dans ma carrière aux États-Unis où je saurai d'ici 1 an si je garde ou pas mon travail. Voilà. En tout cas, on te souhaite réussite. Merci. Dans ton parcours pour le garder, ton travail. J'espère. Oui. Ok, merci Hélène. Papa Diop, avoir ton parcours, on comprend vite pourquoi aller à l'étranger, il faut se préparer. C'est un projet qu'il faut solidement ouvrir. Tu es parti pour compléter en technologie de l'information, après en Espagne.
Et aujourd'hui, tu gères tout un département en termes de documentation. C'est un projet à préparer. Oui, merci beaucoup, Présidente. Merci à tous les collègues présents ici. Merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter pour partager un peu mon expérience avec les collègues. Oui, j'ai été formé à Dakar, à l'EBAD, on ne présente plus l'école des bibliothécaires archivistes de Dakar, où j'ai d'abord obtenu un BDS. Ensuite, j'ai voulu pousser pour faire le niveau supérieur. Il fallait avoir un certain nombre d'années d'expérience pour prétendre pouvoir faire ce qu'on appelait le diplôme équivalent au master, parce que c'était l'ancien système. Ben, entre-temps, j'ai dû occuper de petites fonctions à gauche, à droite, pour glaner l'expérience qu'il faut, parce que je me suis toujours dit qu'il faut vraiment poursuivre dans mon domaine. À plusieurs reprises, j'ai été encouragé à dévier pour pouvoir m'insérer, parce que dans certains de nos pays, il n'est pas très évident de pouvoir s'insérer. On n'était pas trop considéré. Mais moi, j'ai toujours été têtu pour pouvoir continuer dans mon domaine. Finalement, le système licence master doctorat a été ouvert à l'école des bibliothécaires archivistes de Dakar. J'ai trouvé prêt dans la première promotion de licence, parmi les premiers formés. Ensuite, le master, la présidente et ma camarade de promotion, même si c'était virtuel. Donc, c'est un honneur pour moi. Donc, j'ai pu continuer de la sorte, comme elle dit. Je me disais que ce n'était pas suffisant. L'actuel directeur de l'EBAD, Moustapha Mbeng, avait l'habitude de me dire qu'il faut se spécialiser dans la profession. Il ne faut pas qu'on soit bibliothécaire et puis point final, parce qu'on sera des centaines de bibliothécaires. Qu'est-ce qui va faire la différence entre nous? Donc, j'ai saisi les opportunités, comme dit la présidente, faire des stages en technologie d'information à Bruxelles, mais surtout renforcer mes connaissances en anglais. Pendant que j'avais de petits contrats, pas bien rémunérés du tout, je l'avoue, je serrais la ceinture pour après les journées de travail dures, à 17h au lieu de rentrer, à 18h, je vais faire des cours d'anglais de 18h à 20h, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était dur, mais ça a fini par porter ses fruits, parce que par la suite, j'ai pu intégrer le réseau ouest-africain de documentation et d'information sanitaire. Ça regroupe toutes les bibliothèques de santé et de médecine dans la zone CEDEAO, qui comporte 15 pays. Donc, toutes les bibliothèques de médecine et de documentation dans 15 pays, vous imaginez le nombre que ça fait. Ça m'a permis, l'anglais que j'ai maîtrisé, entre guillemets, m'a permis d'occuper les fonctions de chargé de l'information et de la communication du réseau, et d'abord d'être responsable de la correction des métadonnées, à cause du bilinguisme à l'époque. Voilà, donc j'ai toujours cru que le bibliothécaire peut toujours faire son chemin. Par la suite, j'ai pu obtenir une autre bourse de l'Union européenne pour faire un master, mais cette fois-ci à Madrid, master en documentation également. Mais bon, ça c'était à cause de l'espagnol. Donc le fait de parler plusieurs langues quand même m'a ouvert plusieurs portes que je ne regrette pas aujourd'hui. Après ce master en espagnol, j'ai pu finalement faire le doctorat, rédigé et soutenu en espagnol aussi. Donc voilà. Donc franchement, je me suis dit que si on croit vraiment pas à son destin, mais je crois qu'il faut forger son destin, croire à son métier. On m'a plusieurs fois proposé, non, là tu ne peux pas réussir, il faut devenir journaliste. Parce qu'il j'ai des collègues, j'ai des amis qui ont dû abandonner la profession parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte, ils sont devenus autre chose, même s'ils ne regrettent pas. Voilà, donc en résumé, moi j'ai cru qu'on peut réussir dans la profession, on peut faire réussir les gens, parce qu'aujourd'hui dans mes nouvelles fonctions, je ne dirais pas que je reste incontournable au niveau de l'Union africaine, mais au quotidien, ce sont des ambassadeurs qui vous appellent directement pour vous dire j'ai besoin de telle information, tel document, parce que c'est mon ministre des Affaires étrangères qui demande. Donc là, on se sent valorisé, on sent qu'on est utile à sa communauté et que c'est possible vraiment. Merci donc pour cette. Merci aussi, c'était vraiment là le but de l'exercice.
faire savoir ce qu'on fait pour pouvoir susciter en nous autres l'envie d'être bibliothécaire. Parce qu'au quotidien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui avouent en public qu'ils sont bibliothécaires. Dans nos pays, par exemple, c'est une profession qui est très peu valorisée. Mais je pense que c'est à chacun de se donner déjà de la valeur. Et à partir des efforts qu'on fait au quotidien, de la formation, parce que c'est un métier qui demande aussi à se former tout le temps, parce que on va pouvoir s'imposer dans l'esprit et donner la possibilité aux autres de croire en eux et de nous rejoindre dans la profession. Parce que plus on est nombreux, plus on est fort, comme ça on va s'imposer dans la mentalité. Ok. Luna, en tant qu'Africaine, l'intégration à la bibliothèque Université Laval, c'était facile ou il fallait faire des efforts supplémentaires? Il faut faire des efforts supplémentaires, c'était définitif, mais c'est sûr que quand on arrive pour s'intégrer dans un milieu de travail, je vais parler de mon expérience à moi, qui cette fois une expérience en Amérique du Nord, au Canada, au Québec. C'était un choix délibéré au Québec parce que je voulais vivre en français. J'aurais pu aller ailleurs, je voulais vivre en français, mais pas en France. Il fallait trouver le moyen de vivre en France. J'ai rien contre les Français, j'adore la France, mais c'était un choix donc purement délibéré. Donc oui, est-ce qu'il faut faire des efforts? Oui, je pense que lorsqu'on étudie, c'est ça aussi le parcours, quand on vient pour étudier, quand on étudie dans le pays, je pense que l'intégration est quand même plus facile. Personnellement, encore une autre fois, je ne sais pas, mais moi j'ai étudié à l'école à l'EPSI, donc à Montréal, donc c'est sûr que l'intégration a été plus simple. Ceci dit, les Montréalais diraient, ben non, tu n'as pas étudié au Québec, c'est la campagne. C'est pas Montréal, c'est pas la même chose. Mais quand même, il reste que c'est le Québec. C'est la campagne. C'est la campagne. J'adore la campagne. D'ailleurs, moi, je suis restée dans la campagne pendant 20 ans. Je suis pas venue à Montréal. Donc, effectivement, je dirais, est-ce que c'est un choix après ça de venir à Québec? Ben non, à un moment donné, la vie a fait que j'ai déposé le CV de mon Maroc, sortant par l'EPSI. C'est ça la vie. En fait, je devais revenir au Maroc. J'ai terminé, mes parents avaient hâte qu'on finisse nos 2 ans à l'école à l'EPSI, puis qu'on revienne, puis qu'on travaille au Maroc, qu'on soit près d'eux. En quittant, j'ai terminé mon stage, pour ceux qui connaissent l'EPSI, j'ai terminé mon stage et j'ai terminé à l'EPSI, puis en partant, j'ai trouvé une offre d'emploi. Je vais raconter comme ça, je ne sais pas si mon mari aimerait ça, mais j'ai trouvé une offre d'emploi pour une année sur Érudit. Érudit est un projet qui roule encore. Donc Érudit, c'est la plateforme ces plateformes pour les revues savantes francophones qui est née à travers un consortium. Et ça, j'encouragerais les nouveaux peut-être à aller voir qu'est-ce que c'est qu'Érudit. Donc plateforme de revues savantes francophone, québécoise bien sûr, qui a été le fruit d'un grand consortium depuis 20 ans entre l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'UQAM, qui a milité pendant des années pour que les petites revues ou les revues francophones trouvent place au sein de l'édition scientifique, ce qui n'est pas facile pour ceux qui connaissent le domaine. Donc percer comme revue francophone, que nos articles en français ressortent, soient reconnus, soient cités, est un combat de tous les jours. Donc si on n'est pas dans Elsevier, dans Springer ou dans autres, c'est difficile. Donc Érudit est un gros joueur dans le domaine de l'open access, donc du libre accès. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Il y avait un petit poste pour démarrer, un poste d'une année pour démarrer la production numérique. J'ai envoyé le CV de mon mari, je dis mon Dieu, c'est tellement lui ça. Je dis moi j'ai envie de rester au Québec, pour envoyer son CV à lui. J'envoie son CV, on rentre au Maroc, c'est fini, on ferme la baraque, on rentre au Maroc, et à un moment donné, il me dit, mais là, je comprends. Non, avant de rentrer, je m'excuse. Avant de rentrer, il reçoit 2 jours avant de quitter pour le Maroc, il reçoit un coup de fil. Puis il me dit, ben là, on m'appelle à l'Université Laval pour passer une entrevue. Ça te dit quelque chose à moi? Je dis, écoute, donc je pense que ce serait une bonne idée d'avoir une expérience au Canada. Si je trouve que c'est ton profil, vas-y, applique, puis on s'en va chez nous. Donc là, il passe son entrevue avec Claude Busque dans le temps, avec Claude Bonelli. On rentre chez nous, puis je dis, regarde, tu l'auras même pas. On rentre, 10 jours après, il nous appelle, Claude Busque appelle, l'ancien directeur, il appelle, puis il dit,
un moment, mon monsieur, vous êtes accepté. Là, il me dit, on est accepté, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça a pris tout un conseil familial pour convaincre les parents qu'on voulait repartir pour une Mais année. toi, tu avais ta petite réponse. Pas du tout, j'ai pas eu mon poste. Moi, j'arrive, je vais arriver là-bas, je vais en trouver quelque chose. Et on arrive là, puis j'avais parlé de notre projet, ça m'emmène à parler des premiers projets. Donc, on arrive là, puis ben, j'ai dit, regarde, tu es à la bibliothèque Université Laval sur un projet de dit, entre guillemets, démerde-toi, trouve-moi quelque chose à l'Université Laval. Et il y a un autre projet qui arrive, Noracy, qui est un projet de numérisation de toute la production d'histoire locale et régionale du Canada, qui était aussi un consortium donc entre Calgary, UEM et Université Laval. Et là, il propose, il s'agit de j'ai ma femme qui est brillante, qui est parfaite, je ne vois pas jamais parler, personne ne connaissait, la prenez là, vous allez être content. Je dis, mon Dieu. Et que j'arrive, vous avez tellement besoin de quelqu'un pour démarrer ce projet-là, sinon on perdrait la subvention, ils ne m'ont même pas passé d'entrevue. Je vous jure qu'il n'y avait pas eu d'entrevue. Je suis rentrée, j'attendais pour une entrevue, là, il me dit, regarde, rentre, tu as un bureau. Il y avait un bureau vide. On s'est assise. Et là, j'ai lancé le projet de la construction d'une chaîne de production numérique et numérisation de tout ce qui est histoire locale et régionale du Canada. Et au pôle de l'Université Laval, on s'occupait de tout ce qui est histoire locale et régionale des municipalités québécoises. Donc, j'ai mis en place, au début, toute seule, la chaîne de production. Après ça, on a engagé une historienne, puis quelqu'un pour libérer les droits d'auteur. Ce site Noracy est toujours disponible. C'est comme ça qu'on est rentré. Pour revenir à ta question, est-ce qu'il faut faire des efforts? Oui, il faut faire des efforts. Je pense que l'idée n'est pas d'être assimilé, mais je défends encore, il y en a qui vont dire ben, l'intégration est un trop gros mot. Mais je défends encore cette notion d'intégration, qui est une adaptation à un milieu ouvert, qui accepte la diversité. Et ça, il faut l'accepter. Est-ce que ça a été facile tous les jours? Non. Mais il faut accepter de se faire, en guillemets, challenger. Ça te fait pas mal aux oreilles, les gens, quand je dis challenger? Je fais ça. Alors, challenger sur la manière dont on vit, sur notre acceptation de l'autre, sur la capacité des fois de faire des concessions par rapport à ce qu'on est. Des fois, on va se dire, je ne ferai pas de concessions sur ma culture, mes valeurs, mais on en fait des concessions dans notre vie si on veut s'intégrer. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'ai dû accepter de dire, si je veux m'intégrer dans cet environnement nord-américain, il faut que j'accepte d'abord en premier, il faut que j'aille d'abord en premier m'intégrer dans les milieux anglophones. Autrement dit, ça a pris du temps avant que je ne m'intègre ou je ne m'assois dans des associations, dans des milieux, dans des réseaux francophones, parce que je savais qu'il fallait que je me positionne et que je défende ma place au sein des associations, des milieux anglophones d'abord. Donc, j'ai d'abord siégé sur des associations, des comités, des conseils d'administration. J'ai été à CAR, l'Association de bibliothèques de recherche canadienne, donc énormément de nord-américaines et ARL. Donc, je suis sur des comités sur ARL. Et il fallait accepter ça. Et d'abord, on fait notre place, puis on défend notre place comme milieu francophone dans un milieu anglophone majoritairement. C'est la réalité, il faut l'accepter. Si on n'accepte pas cette réalité, ben, c'est difficile de s'intégrer. C'est après ça qu'on s'est installé, qu'on se dit, ben, maintenant on va revenir peut-être à nos origines francophones, puis on va travailler sur un réseautage beaucoup plus intéressant et fructueux. Je vais finir par sortir. Merci Nona. Je pense que, comme tu l'as dit tantôt, il faut absolument s'intégrer. On vit l'expérience au niveau des sections de l'IFLA où elles sont majoritairement anglophones ou anglo-saxons. Quand tu veux faire passer tes idées ou un projet, tu dois faire quand même des efforts pour parler la langue, pour te faire connaître. Je ne dis pas malheureusement, heureusement, parce que ça permet aux francophones quand même d'assurer le bilinguisme. Parce que c'est à nous de faire des efforts. Parce qu'eux, ils sont majoritaires. Donc, on essaie de s'intégrer et sans ça, sinon, on va rester à la touche. Donc, moi, je crois aussi à l'intégration et aux efforts supplémentaires qu'on devrait faire pour pouvoir imposer sa marque. Alors, Hélène, tes défis au quotidien à Floride? De chaleur. Non, pour revenir aussi un peu sur mon parcours, en fait, comment je me suis retrouvée aux États-Unis.
En fait, à la base, moi, je faisais des études pour le CAPES en anglais, que j'ai obtenu. Et pendant que j'étudiais pour devenir professeur en collège ou lycée, j'enseignais également, j'enseignais en lycée et en école primaire. Et là, j'ai découvert d'abord les enfants, c'est pas mon truc. Je ne peux pas enseigner l'anglais à des petits, c'était trop dur, j'y arrivais vraiment pas. Ils me demandaient, madame, je suis arrivée au bout de la page, qu'est-ce que je fais? Je dis, tourne la page, je sais pas. C'était une catastrophe. Donc voilà. Et bref, non, vraiment, c'était aussi catastrophique pour eux que pour moi. Les lycéens, ça allait mieux, mais enfin pareil. Et bon, donc j'ai passé le CAPES et je l'ai eu. Et en même temps, je postulais pour faire un doctorat aux États-Unis et j'ai été acceptée dans différentes universités. Et donc j'étais arrivée en me disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en France et j'enseigne? Où est-ce que je pars? Et on m'a dit ben non, tu peux partir un an. Et on te garde le CAPES, tu pars et au retour tu l'auras encore. Bon, mais tu pars qu'un an. Alors, je suis partie, j'ai fait ma première année de master. Et puis sans que je demande rien, l'éducation nationale m'a dit allez, on te redonne encore un an. Alors, j'ai dit ouais. Donc j'ai fini mon master et au bout des 2 ans, j'avais le choix. Donc soit de finir là, j'avais mon master en français et je pouvais rentrer donc faire enseigner en collège, certainement pas en lycée, en collège, ou de rester et de continuer mon doctorat, et j'ai rencontré mon mari. Donc voilà, donc j'ai décidé de rester, et donc j'ai perdu mon CAPES, donc je me suis dit bon bah tant pis. Donc j'ai décidé de rester, et en fait je me suis très vite rendu compte que voilà, je voulais rester, je voulais travailler dans le milieu universitaire. Mais au fur et à mesure des années, en fait, je me rendais compte qu'il y avait certaines choses qui me posaient problème au niveau d'une certaine mentalité dans le milieu académique américain qui ne me plaisait pas forcément. En travaillant donc, pendant ces 2 années à la bibliothèque, ça correspondait plus à ma personnalité en fait. J'aime beaucoup travailler en groupe, en collaboration, et si j'avais été professeur de français, moi toute seule avec ma petite recherche, ça ne m'intéressait pas des masses. Et donc en fait, quand j'ai postulé en Floride, je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Au pire, je n'ai pas le travail, voilà. Et en fait, je l'ai eu. Et alors c'était très drôle parce que mon mari est historien et lui aussi, on a postulé dans tout le pays. Moi, j'ai dit pas l'Alaska. L'Alaska, le Nebraska, c'est non, c'est trop froid. Mais on a postulé dans tout le pays et tout le monde disait ah mais c'est ton mari qui va. Il est français? Non, il est américain. Ouais. On lui a dit c'est lui qui va avoir le boulot, toi tu suivras. Bon, alors sympa. Donc je suis ok. Voilà. Et puis en fait c'est moi qui l'ai eu, donc c'est lui qui me suivait. Et ouais, voilà. Donc on s'est retrouvés en Floride. Alors moi je ne connaissais pas du tout. J'y avais été une fois pour aller à Disney World, donc rien à voir. Parce que je n'habite pas du tout à Orlando, donc rien à voir avec Disney. Et c'est vrai que c'était à la fois, comment dire, vraiment un nouveau milieu, puisque j'avais été formée pendant 7 ans à devenir professeur de français en université. Et là, tout d'un coup, je restais en université, mais je devenais bibliothécaire. Et même si j'avais un petit peu d'expérience pendant ces 2 ans à Penn State, c'était quand même quelque chose que je découvrais un petit peu au fur et à mesure. Je savais faire de la recherche, je savais faire certaines choses, mais il y a plein de choses que j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Comment est-ce que j'achète les livres, comment est-ce que je les sélectionne, comment est-ce que je fais certaines choses, etc. Donc j'ai dû, et je m'adapte encore, j'apprends encore, je pose encore beaucoup de questions sur comment on fait certaines choses, etc. Donc j'ai dû m'adapter au monde des bibliothécaires aux États-Unis et en venant d'une autre formation, mais aussi en tant que française. Parce que, comment dire, je suis plutôt du genre direct et c'est pas forcément le cas dans, en tout cas, mon département, mon milieu, où ils sont peut-être plus sympathiques que moi.
Donc, non pas que je sois pas sympa, mais je suis plus française. Je reste française, peu importe ce que je fais, je reste française. Mais moi, je travaille vraiment dans le monde vraiment anglophone. En fait, il y a beaucoup de vocabulaire que je n'ai pas en français, puisque moi, je travaille tout le temps en anglais, je connais le vocabulaire en anglais. Je ne sais pas comment on forcément dit les choses en français, ce qui est très bizarre pour une française. Mais parce que voilà, en fait, toute ma formation vraiment a été faite aux États-Unis. Donc, d'être entre les deux, c'est assez difficile pour moi en fait, parce que je ne sais pas forcément comment on appelle les choses. Je vois même au sein de l'AIFBD, qui est la première association francophone de bibliothécaires à laquelle j'appartiens, et des fois je sais le dire en anglais, mais je ne sais pas le dire en français, je ne connais pas forcément le vocabulaire, ce qui est assez déroutant. Mais c'est vrai que moi, ma formation est très anglophone, donc je sais bien comment les Américains travaillent, je connais très bien le monde bibliothécaire anglophone. Le monde bibliothécaire francophone, je le connais moins bien. Donc c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. J'ai vraiment commencé, pareil, à servir sur des comités, des associations, des ceci, de cela, dans le monde anglophone. Et j'ai rejoint l'AIFBD en 2020. Et j'apprends aussi comment ça se passe en fait dans les autres pays, comment les choses se font, etc. Mais moi, ma formation a vraiment été très américaine en fait. Donc je sais bien comment ça se passe là-bas, je sais moins bien comment ça se passe en France par exemple, dans d'autres milieux francophones. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que je suis vraiment entre les deux mondes. Même encore maintenant, alors que ça fait combien 14 ans que j'habite aux États-Unis, j'ai encore des difficultés, encore des moments où culturellement je suis entre les deux et c'est pas toujours facile. Ça ira. Ça ira. Tu as fait le choix d'adhérer à l'AIFBD, je Voilà. pense que c'est le bon réseau pour maîtriser les pratiques francophones. Donc je pense que ça ira. Papa Diop, en tant qu'Africain à l'Union africaine, ça allait simple l'intégration. Peut-être qu'il y a d'autres réalités, d'autres défis. Très bonne question, très bonne question. C'est un Africain à l'Union africaine. Je rappelle que nous sommes 55 États membres. 55 États membres de toute l'organisation. Donc, même si on est africain, il y a des cultures différentes. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui nous différencient, mais qui nous unissent finalement. Parce que c'est l'union. Voilà, c'est l'union. Pourquoi ça s'appelle l'Union africaine, justement. Donc, c'est un seul continent, mais il y a des anglophones, des francophones, des arabophones, ouais, même des hispanophones, même si c'est un seul pays qui est la Guinée équatoriale. Donc, on travaille avec 5 langues de travail. Heureusement que je maîtrise les 3 sur 5, mais quand même, il faut trouver un point de convergence pour tout cela. Moi, particulièrement, j'ai fait ce qu'on appelle de la documentation instantanée. Et c'est essentiellement ma directrice et le conseil juridique de l'Union africaine. Donc, toute réunion organisée au sein de l'organisation, le département juridique doit être représenté pour être sûr que ce qui se discute dans la réunion n'aura pas des implications juridiques contre l'organisation. Donc la personne qui représente mon département a besoin instantanément d'informations ou de documents à présenter ou pour justifier telle chose ou telle chose encore. Ce qui fait que je dois rester en alerte de manière constante dès que, parce que il se peut que ma directrice ou ma directrice soit interpellée par un président, un chef d'État, parce que c'est l'un des rares directeurs qui s'assoit au podium quand il y a le sommet à côté des chefs d'État. Et donc à tout moment où un ministre ou un chef d'État peut l'interpeller sur une telle question. Et mon directeur se réfère au documentaliste que je suis. Voilà, on a besoin de telle décision qui date de telle année, de telle information. Voilà, donc ça c'est c'est des défis à relever de manière constante. Tu es sur le qui-vive, tu as peur que quand tu es interpellé par ton directeur qui est interpellé par un chef d'État, tu ne puisses pas
donner l'information qu'il faut. Évidemment, tu seras jugé incompétent. Mais voilà, c'est des défis auxquels on fait face tous les jours. Mais pour moi, ça fait quand même. C'est le piment de ce que j'ai fait là-bas. Mais maintenant, il faut dire que être plusieurs cultures, c'est carrément ce qu'on appelle un milieu multiculturel et diversifié. Bon, heureusement, on parvient à trouver un point de convergence pour tout. Mais vraiment, c'est vraiment, je ne vois pas le terme, c'est excitant. Voilà, c'est excitant vraiment. Ok, merci à nos panélistes. Peut-être qu'on devrait passer le micro au public si quelqu'un a une question à poser à nos 3 panélistes sur leur expérience, leur parcours. Oui, j'ai une question sur l'Union africaine. Est-ce qu'il y a des regroupements, des groupes par pays anglophones, francophones? Est-ce qu'il y a des groupes, des lobbies ou est-ce que vous vous regroupez entre vous pour appuyer des décisions ou pas? Oui, peut-être pas forcément des regroupements basés sur la langue, mais sur les régions par exemple. On dira l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO qui comporte 15 pays, ou bien la SADC, les pays de l'Afrique australe, ou bien le Maghreb. D'ailleurs, il y a des décisions qui, quand elles doivent être prises, les régions sont consultées pour connaître la position du Maghreb, de l'Union du Maghreb arabe, ou bien la position de la CEDEAO, etc. Mais pas forcément sur les langues, parce qu'on peut trouver un même pays, il y a plusieurs pays francophones répartis sur tout le continent. Donc c'est surtout basé sur les régions. On a divisé les régions en 5, la région nord, région centre, australe, ouest et est. Donc c'est surtout basé sur les régions. Martine, tu avais une question? Moi, oui, je voulais demander, tous les 3, vous avez fait un grand détour pour arriver où vous êtes. Bon, j'ai fait un autre détour moi aussi, pour né en Belgique, traîner un petit peu en Europe, puis partir vers les États-Unis, puis en fait se sont retrouvés au Québec. J'ai mal visé, je m'excuse. Donc vous avez changé. Je n'ai pas eu à changer de langue. Entre-temps, oui, mais arrivé au Québec, je suis restée dans le monde francophone, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas l'accent. Et là, on a le même problème, veut pas, même si c'est la même langue, on n'a pas d'accent. Quand vous avez fait, vous, toutes ces démarches, est-ce que vous avez eu de l'aide à un certain moment de collègues, de groupes, je sais pas, de quelqu'un qui aurait pu vous aider, vous dire, vas-y, continue, tu es dans la bonne voie? Des mentors. Oui, des mentors, oui. Oui, je pense que quand je suis arrivée, est-ce que j'ai eu des mentors? Un mentor, non, j'en ai eu quelques-uns. Je pense que c'est pas nécessairement des mentors, mais c'est sûr qu'il y a des noms que je garderai toujours. En arrivant, un certain, toujours un bibliothécaire senior, M. Pierre Guillemet, qui était un grand bibliothécaire dans le temps d'administration des affaires à l'Université Laval, a été le premier qui m'avait accueilli avec mes larmes. Je ne savais pas par où commencer, c'était le premier. Il faut dire que la conjoncture était dans le temps, il y a 20 ans. On était arrivé à la fin, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur le bord de sortir, de prendre leur retraite. Puis on était parmi les premiers qui arrivaient sur le marché du travail. C'est une courbe, on le sent, des fois on le voit. Comme actuellement, c'est un avantage vraiment, c'est la tendance est à l'engagement de nouveaux bibliothécaires. On cherche des bibliothécaires partout. On en demande, je pense qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc, c'est un appel, je pense que je prêche pour ma paroisse. Magnifique, Québec, Université Laval, la bibliothèque Université Laval. Donc, Vous avez l'adresse. Oui, alors on cherche et c'était dans le temps où il y avait beaucoup de retraites, puis des nouveaux qui arrivaient. Et sincèrement, avec une générosité incroyable que ces bibliothécaires qui étaient bord de la retraite, je pense citer 3, 4, 5 même, je peux citer Claude qui était directeur dans le temps, qui en venant d'arriver, Claude Bonelli qui était un directeur de l'Université de Montréal
pendant des années, de Laval pendant des années, qui m'avait dit à ma première année en arrivant, tu vas voir, Luna, un jour tu te retrouveras dans mon bureau. Après ça, j'ai parlé, Sylvie Delorme est arrivée, qui est une directrice qui est arrivée, elle aussi, Sylvie, en partant, elle m'avait dit, j'étais directrice de la Bibliothèque des sciences humaines et sociales, c'est elle qui m'avait engagée sur ce poste, elle a dit, regarde Luna, tu porteras un jour mes petits escarpins. Donc il faut croire en ce qu'on est, je pense qu'il faut croire aussi, pour voir le regard des autres et voir comment et ça, moi j'ai souvent lu des signes, donc oui, si on avance sans nécessairement penser qu'il n'y a pas eu des mentors, que ce soit direct, indirect, inconscient, subconscient, que nous c'est faux. Il y en a toujours, il faut juste s'arrêter, y penser, mais il y a toujours des gens qui marquent notre route. Oui, quand je travaillais à la bibliothèque à Penn State, ma chef avait un parcours un peu identique au mien, dans le sens où elle avait fait un doctorat en littérature russe. Et puis s'était retrouvée en fait aussi, avait fait ensuite des études aussi de bibliothécaire et s'était retrouvée maintenant à la bibliothèque. Et donc c'est elle qui m'a poussée et qui m'a dit mais oui, mais vas-y, mais fais-le, continue, je te réembauche encore un an, je vais t'aider, je vais t'écrire des lettres, et qui m'a poussée en fait à postuler. C'est même elle qui m'a envoyé le poste. Donc voilà, donc vraiment elle m'a poussée. Et ensuite, quand je suis arrivée à l'Université de Floride, vraiment sur place, des collègues qui m'ont un peu pris sous leur aile pour me guider et me conseiller. Et en fait, je me rends compte dans les différents comités sur lesquels je sers, parce que bon, bibliothécaire en ce qu'on appelle études européennes, il n'y en a pas des masses, hein. C'est un milieu quand même assez petit, on va dire. Et donc, la plupart de mes collègues, je les retrouve dans différents comités, différentes associations à chaque fois. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé vraiment des mentors à travers ces collègues. Donc, toujours des gens qui ont un parcours soit identique ou complètement différent du mien, mais qui sont là et qui sont prêts à me pousser, à m'aider, à me conseiller. Donc, j'ai vraiment eu aussi de ce côté-là beaucoup de chance. Ok, papa. Candidature Union africaine, pour nous, en poste, c'est beaucoup de demandes qui arrivent. Qu'est-ce qui a fait la différence quand tu te trouves là-bas? As-tu été coaché? Bon, pour préparer la candidature, pour être honnête, je n'ai pas été coaché. J'ai pas été coaché parce que j'ai vu l'annonce dans le Jeune Afrique, qui est une revue africaine plutôt bien connue. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance. Dès l'instant que j'ai le profil, là, j'ai postulé. Quelques mois après, j'ai été convoqué pour un entretien à Lagos, au Nigeria. Donc je suis parti faire l'entretien et après quelques mois, j'ai été appelé pour venir prendre le poste. C'est là maintenant où est intervenu mon mentor, parce que la personne qui occupait le poste avant moi, qui est du Bénin, quand je suis arrivé, parce que c'est totalement différent. Là, tu travailles à l'École nationale de santé publique du Sénégal, au niveau national, avec des étudiants. Subitement, tu te retrouves au plus haut sommet africain. Et voilà, c'est totalement nouveau. Donc, il m'a vraiment guidé, il m'a aidé à m'intégrer. Parce que, en plus, c'était stressant, parce que le contrat dit la première année est probatoire. Donc, les 12 premiers mois, tu vis le stress en permanence, parce que tu te dis que voilà, si je ne prouve vraiment pas, au bout de 12 mois, je vais être renvoyé chez moi. Ouais, donc, mais franchement, là, mon prédécesseur, qui est du Bénin, m'a vraiment beaucoup aidé, compte tenu de l'expérience qu'il avait acquis à ce poste-là. Lui, il a fait 5 ans, il est parti. Moi, j'ai déjà fait 8 ans à ce poste, donc je crois que je suis sur la bonne voie. Ok, on va prendre peut-être une dernière question parce qu'on va arrêter dans quelques minutes pour prendre une petite pause avant l'autre AG qui débute à 45. Allez. Donc, merci à vous trois d'avoir présenté vos histoires. Comme Martine, comme vous trois, j'ai vu une histoire similaire. Moi, je suis né au Michigan, puis ensuite j'ai migré au Québec. J'étais censé partir après 2 ans, mais je suis resté, ça fait 12 ans maintenant. Je veux juste souligner en fait que
C'est vrai, les mentors, ça nous aide beaucoup. Loubna, c'est une mentor pour moi. Régent, c'est un mentor et mon ancien professeur. Et je crois que ça aide beaucoup avec l'intégration. Mais ma question, en fait, pour vous, c'est qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 à 10 ans? Il faut qu'on s'engage. Si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est enregistré. C'était enregistré. Non. Oui, je pense que il y a toujours une ambition. Je n'ai pas honte de le dire. On est peut-être, pour ceux qui connaissent un petit peu la culture québécoise, souvent on n'ose pas dire l'ambition est peut-être mal vue, la réussite est peut-être mal vue. Je vais parler, puis là j'ai des Québécois autour de moi. On a des fois, là, ça vient de notre origine, de l'origine des Québécois, toute la victimisation des fois. Puis je pense que ça vient de notre histoire aussi, l'histoire du pays. Non, l'ambition est importante. Oui, je suis ambitieuse. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire à l'Université Laval. La bibliothèque de l'Université Laval, c'est quand même autour de 200 employés. C'est 28 millions de dollars de budget annuel. C'est près de 14 millions de budget d'acquisition. C'est énormément de gestion, c'est beaucoup de réseautage, c'est beaucoup de travail en collaboration, en partenariat. D'abord, j'y crois, s'il y a un projet auquel je crois, et le projet dont je suis le plus fière dans ma carrière, c'est la construction du PBUC, le partenariat des bibliothèques universitaires québécoises, qui est un des projets les plus sur lequel j'ai travaillé depuis les 5 dernières années au BCI, donc au Bureau de coopération interuniversitaire. Des consortiums, il y en a partout. Mais donc, des consortiums assumés, comme celui des bibliothèques universitaires québécoises, assumés, vécus, consommés, un mariage consommé, où nous développons ensemble des plateformes innovantes, où nous avons des outils communs, où nous faisons des acquisitions ensemble, où nous développons ensemble, et non pas un consortium où on achète juste ensemble. Mais c'est le partenariat des bibliothèques universitaires. On a réussi ensemble à aller chercher une subvention de 10,4 millions il y a 3 ans, avec laquelle nous avons développé, nous avons fait un projet énorme avec WMS, OCLC, pour avoir une seule plateforme de données géospatiales, plateforme de données de recherche. Donc, nous sommes un vrai réseau. Ça, c'est une fierté. Lorsque on voit les résultats de tout ça tous les jours, ben, on ne peut que vouloir continuer à rayonner. Puis c'est sûr que c'est mon 3e mandat. Après un 3e ou un 4e mandat comme dans une autre bibliothèque universitaire, j'aspire au milieu des bibliothèques nationales. Bravo. On te souhaite dans 10 ans, seras-tu toujours en Floride? Est-ce que la Floride existera encore? Je ne sais pas. Désolée. Honnêtement, je ne sais pas. J'essaye déjà de me projeter à l'année prochaine. Mais je pense, enfin, j'ai aussi l'ambition de gravir des échelons. D'abord tenure, ensuite voilà. Je vais commencer une formation en leadership, donc essayer d'avoir, de comprendre mieux comment gravir les échelons au niveau administratif, donc certainement devenir éventuellement chef de département. Après, être plus haut que chef de département, je ne sais pas encore, on verra. Il y a un certain côté politique, donc à voir si ça m'intéresse ou pas. Mais de manière beaucoup plus terre à terre, en fait, je suis très active avec mon syndicat. Et moi, mon but, c'est vraiment très important pour moi, mais très terre à terre. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de congé parental ou de congé médical payé. Donc voilà, vous avez droit à 12 semaines non payées. Et en fait, pendant 2 ans, avec mon syndicat, je me suis battue et on a obtenu un congé parental médical payé de 8 semaines. Et ouais, je sais que pour beaucoup, c'est rien du tout, mais pour nous, c'est énorme. Et donc là, en fait, mon but dans les années qui viennent, c'est d'augmenter ce congé parental et ce congé médical payé, de passer à 12 déjà, et voire plus, mais 12, ce serait bien. Et à mon avis, ça va prendre un peu de temps. Donc c'est pas lié nécessairement à mon travail, mais c'est un de mes projets parce que j'aime beaucoup mon université.
La Floride en hiver, c'est magnifique. Et donc, je n'envisage pas nécessairement de partir, mais pour moi, c'est important de faire de mon lieu de travail un lieu de travail plus équitable pour tous les employés. Et donc, pour moi, c'est un de mes buts aussi, en fait, c'est d'améliorer les conditions de travail des employés de l'université. Voilà. Bravo. Papa Diop, tu travailles au département des affaires juridiques. Ça veut dire que pour être chef de département, il faut être juriste. Tu n'es pas juriste. Quels sont tes projets? Tu vas demeurer en dessous. Et quand on sait que l'Union africaine, c'est quand même la plus grande instance en Afrique, tout comme tu fais dans 5 ans, 10 ans. Merci. C'est une très bonne question, hein, parce que là, j'ai fait déjà 8 ans. Et quand on fait 8 ans en poste, voilà, on commence déjà à avoir des envies d'autres choses ou d'ailleurs, quoi. Donc, et c'est légitime. Donc, j'aspire à grandir, peut-être pas au sein de mon département, mais au sein de l'organisation, parce que l'organisation devient de plus en plus grande et c'est légitime. De plus en plus, certains des hauts dirigeants de l'organisation commencent à reconnaître ce que nous faisons humblement. Donc, l'espoir est là, mais également je n'exclus pas voilà, de partager mon expérience avec les étudiants. J'ai déjà eu des propositions ou bien des esquisses de propositions. Mon université à Madrid, j'ai déjà reçu une offre d'un de mes professeurs pour dire pourquoi pas. Aujourd'hui, pour le moment, je préfère continuer à travailler à l'Union africaine. Les BAD de Dakar également on m'a déjà demandé voilà, de trouver une formule pour partager vraiment mon expérience avec les jeunes étudiants. J'y pense forcément. Maintenant, il reste juste à trouver la formule. C'est un emploi permanent à l'Union africaine. Tu ne peux pas chaque semaine ou chaque mois partir au Sénégal. Déjà que ça fait 10 heures de vol entre Addis Abeba et Dakar. Donc ce n'est pas tout le temps qu'on peut y aller. Mais je pense à trouver, sous forme de séminaire par exemple, regrouper tous les cours du semestre en une semaine pour aller. J'y pense vraiment. J'y pense. Ok, merci pour tout le monde. C'était quand même une bonne question qui faisait office de conclusion. Merci d'avoir participé, Hélène, Papa et Lobna. Merci à vous d'avoir également été présents ici. Je crois que nous sommes à la fin de notre table ronde. C'était plutôt un bel exercice. On a beaucoup compris que c'est un projet d'aller à l'étranger. Il faut s'intégrer, mais il faut continuer à viser plus haut, c'est légitime. Donc, je nous souhaite à nous tous une bonne continuation à l'IFLA et une belle assemblée générale qui va débuter d'un moment à l'autre. Merci à vous.